Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. 29e jour de compétition, quasiment un mois que la course est partie. On a quasiment passé le premier tiers de course, on va entamer le deuxième tiers avec ce Pacifique qui sera long, jamais simple avec ses dépressions, mais avec une mer qui est quand même normalement plus calme que du côté de l'océan Indien, mais avec la fatigue qui va commencer quand même à vraiment se faire sentir à la solitude. Donc voilà, on va commencer à arriver au Cap Lewin. On devrait même Charlie Dalin devrait y passer aujourd'hui. Et les concurrents d'après, ça devrait être plutôt demain. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer et quels seront les écarts à ce moment-là entre les différents leaders en termes de temps. Parce que là, on a des écarts en termes de 1000, mais c'est toujours bien d'avoir des écarts aussi en termes de temps pour voir s'ils sont à une journée, moins d'une journée. Tant que t'es pas à plus de 2 jours, ça reste quand même possible de remonter. Encore une fois, on a encore 2 tiers de course à faire. Donc on est loin encore d'être arrivé du côté de ce tour du monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, biathlon. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez me soutenir de deux manières. Soit vous ajoutez la petite cloche, et comme ça, vous cliquez rapidement sur les miniatures et sur les notifications. Et comme ça permet de mettre en avant les vidéos sur YouTube. Deuxième solution, ça c'est seulement si vous en avez les moyens. Vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec ce Vendée Globe. Et on commence avec la météo comme d'habitude. Météo, on va dire, qui n'est pas évidente pour les bateaux de tête. Vous voyez du vent assez fort en ce moment. Il y avait plutôt 35 nœuds sur la vidéo du Henry Show, mais la vidéo du Henry Show, elle était plutôt en début de matinée. Donc le vent s'est vraiment renforcé, avec également pas mal de mer quand même. Mais ça reste raisonnable pour Johan Richomme, c'est plus compliqué pour Thomas Ruyant. Johan Richomme qui cravache en ce moment, c'est son objectif. Charlie Dalin, ça va commencer à être plus calme. Oui, non, j'avais un vent qui n'était pas correct. Hein. Oui, voilà, il ne m'avait pas mis le vent correctement, mais il y a quand même 35 nœuds. Du côté de Charlie Dalin, bon, vous voyez, hein, pas mal de petites jibes au niveau de la zone de glace pour éviter cette zone de glace. Donc pas mal de changements de cap, de petits virages comme vous pouvez le voir. Hop là, pour tenter d'éviter cette zone de glace et remonter un petit peu. Ça a été pareil pour Sébastien Simon, même s'il en a fait un petit peu moins et qu'il a eu un problème technique important. On y reviendra. Et donc, ce qui fait que la journée de Charlie Dalin en termes de vitesse était loin d'être exceptionnelle, mais vous voyez, hein, le nombre de changements de direction fait que forcément à chaque changement de direction, vous perdez de la vitesse, le temps de faire la manœuvre, le temps de relancer la machine, c'est loin d'être évident. Donc vent qui est un petit peu moins fort pour Charlie Dalin pour le moment, mais la dépression qui va avancer dans les heures à venir. Donc je dirais que voilà, dans la nuit, heure française, normalement, ça devrait bombarder pas mal pour Charlie Dalin et avec ce passage du Cap Lewin dans les prochaines heures de course. Ça sera le premier concurrent à le passer. Sébastien Simon qui a réduit un petit peu son écart. Et donc le groupe Johan Richomme, vous voyez en ce moment qui a devant Sébastien Simon est dans la même stratégie que Charlie Dalin. Le groupe de derrière, pour l'instant des conditions météo qui sont bonnes, ça avance vite pour le groupe avec Jérémy Bayou qui va être encore un petit peu dans une dépression, dans la suite de cette dépression dans les heures à venir, et puis il va y avoir cette zone de transition à gérer, donc ça serait bien de cravacher pas mal, mais normalement la transition va être assez rapide, c'est juste en termes de réglage de bateau, hein. Demain normalement ils seront sur la dépression d'après, dépression qui a bien aidé le groupe Boris Herman notamment et qui continue d'aider un petit peu le groupe Boris Herman à avancer, on voit dans les heures à venir. Et du côté du groupe Boris Herman, eux ils sont pas vraiment bien positionnés. Il va y avoir une petite zone de transition, un peu de molle dans l'après-midi là, qui va pas les aider des masses. Donc ça va pas être facile à gérer, mais ensuite voilà, ils retrouveront pas mal de vent
dans les heures à venir, dans le groupe Romain Athanasio. Vous voyez, là, ils vont rentrer vraiment dans de la molle. Donc, ils vont perdre beaucoup de temps là, dans les heures à venir. Vous voyez, cette zone de molle là, qui va être très longue à gérer. Alors, il va falloir descendre un petit peu plus au sud, mais ça va pas être évident. Et ouais, ils vont, je pense, rester pendant quelques jours dans cette situation-là. Ce qui fait que normalement, le groupe Clarisse Kremer devrait s'échapper. Alors que le groupe Pip Air et autres devait être rattrapé peut-être par le groupe Jean Le Cam qui lui sera dans cette zone devant assez fort et qui devrait permettre d'avancer parce que pas avec trop de mer encore pour ces concurrents là, mais vous voyez c'est une grosse dépression. Et puis derrière pour les concurrents hop qui suivent, pour les derniers concurrents il faudra faire attention hein, parce que ce début d'Indien va être très tonique hein, pour les Amedeo, notamment pour Manuel Cousin, pour Jing Kunshu. Ce petit groupe là à l'arrière va vraiment se prendre la dépression un petit peu en pleine poire. Donc il va falloir faire attention. Et là pour les bateaux de tête, bah, ils vont essayer de tenir cette dépression là le plus possible parce que celle d'après, bah, elle va être corsée. Donc elle sera loin d'être évidente pour les concurrents. Et si on continue avec Salbosch-Verès, bien vous voyez, en ce moment pas mal de vent, il est un peu dans une queue de dépression, donc je pense qu'il va se reprendre encore une fois une zone de molle, parce qu'il aurait dû descendre au sud plus vite, il a peut-être pas osé, et là bah, il risque oui, de ne pas aller bien vite dans le cap de Bonne-Espérance, mais avec des conditions qui devraient être plutôt très calmes et bien navigables pour lui. Donc normalement, voilà, cap de Bonne-Espérance, je pense dans 3 jours, il n'y sera pas encore, je pense, hein, Salbosch-Verès. Donc l'écart devrait encore s'allonger avec les bateaux de tête et surtout avec Jing Kunshu qui lui aura plus de vent, le concurrent chinois, et avec Denis, notre famille concurrent belge, et Emmanuel Cousin, où là aussi la situation devrait être plutôt à l'avantage de ces concurrents-là par rapport à Salbosch-Verès. Bon, on regarde tout de suite la situation et surtout les problèmes qu'ont eu certains concurrents. On commence avec Charlie Dalin, pas trop de problèmes, mais donc déjà pas mal de changements de direction, pas mal d'empannage. Je sais faire la différence entre empannage et virement. Empannage c'est vent de dos, virement c'est vent de face, sauf que les 3/4 du temps... pour tout vous dire, les 3/4 du temps je dis empannage parce que très clairement je ne sais pas toujours vraiment la situation, donc vraiment totalement ce qui a été fait par le concurrent. Donc je dis souvent empannage, mais oui je sais qu'un empannage c'est vent de dos, un virement c'est vent de face, grosso modo pour faire simple. Non, il y a quelqu'un qui me l'a marqué dans les commentaires, mais je lui ai dit souvent empannage. Déjà j'essaie d'utiliser pas 150 termes techniques par vidéo non plus, et surtout j'essaie d'avoir les termes techniques pour les expliciter. Et comme j'utilise aussi, parce qu'on me l'a dit, on m'a demandé ce que ça voulait dire quand j'utilisais le mot jibe, qui techniquement n'existe pas dans le vocabulaire voile. Pour moi c'est des petits changements de direction. Voilà, vous voyez, quand il y a beaucoup de changements de direction dans la même zone, qu'on ne tient pas la voile plus de 3-4 heures, je dis un petit jibe, parce que ça veut dire qu'il y a eu plusieurs changements de direction. Donc du côté de Charlie Dalin pour le moment, nettoyage de printemps. Il a dit, il a nettoyé sa kitchenette. Tout savoir que Charlie Dalin, son bateau est fait d'une manière très particulière. Il a un arrière qui est extrêmement fin, où il a sa zone de vie. Sa zone de vie est vraiment située à l'arrière, enfin sa zone, on va dire, de son petit appartement, voilà. Et à l'avant il a sa zone de travail, et tout devant c'est un bateau qui est assez large au milieu mais assez fin en fait plutôt sur l'arrière du côté du bateau de Charlie Dalin, et ce qui fait que bah là ça faisait depuis 4-5 jours qu'il est cravaché quand même énormément pour rester devant la dépression, et comme hier la journée était un petit peu plus calme pour lui au niveau du vent, pas au niveau des manœuvres comme vous l'avez bien compris, et bien il a décidé de faire pas mal de nettoyage. On continue avec Sébastien Simon, c'est la grosse avarie du jour. Sébastien Simon, en fait c'est arrivé hier pour le concurrent du groupe Dubreuil, aidé également par Air Caraïbes. Foil tribord cassé. Foil tribord cassé, donc le foil tribord c'est le foil qui est côté droite, donc qui a cassé au niveau du coude, hein. Donc vous voyez un foil, en termes de forme, ça fait une sorte de virgule, voilà. Et donc ça a coupé à la partie qui remonte, c'est là où il s'est coupé, donc ça veut dire que le foil en fait ne sert plus à rien, parce que c'est cette partie-là courbée qui permet de stabiliser le bateau. Donc en fait il a plus de foil au niveau tribord, hein. Je pense qu'il a dû
Alors j'ai pas réussi à trop bien voir sur sa vidéo, mais je pense qu'il a soit il a remonté le foil dans le puits de foil complètement, ou soit il a limé tout simplement. Vous limez le foil pour que ça dépasse plus en fait du bateau, pour que pour que vous redeveniez un bateau à dérive droite en fait dans l'idée. Mais ce qui fait que Sébastien Simon le disait très bien dans sa vidéo, c'est que ça change complètement l'équilibre du bateau. Parce que bah, ça permet aussi de stabiliser. C'est comme si vous aviez une petite roulette. Voilà, vous avez un vélo, un vélo pour enfants. Vous voyez, quand vous enlevez les roulettes, ça change totalement l'équilibre du vélo. Et ben là, c'est un peu le même truc, c'est-à-dire que le foil change totalement l'équilibre du bateau, donc ce qui fait que le bateau gîte beaucoup plus avec plus d'angle. Donc forcément, l'autre foil va subir un petit peu plus aussi dans ce genre de conditions. Mais voilà, le bateau, il disait, gîte à 20 degrés. C'est-à-dire, gîter, c'est pencher. Hein. C'est l'angle voilà, parce qu'un bateau, à part les multicoques qui arrivent à avancer très à plat, un monocoque, ça penche. Et donc, sur un bateau comme Sébastien Simon, normalement, c'est des bateaux qui gîtent beaucoup moins grâce au foil. Et là, bah, il est obligé de pencher énormément, ce qui n'est pas habituel. Ça veut dire aussi que Sébastien Simon doit changer ses réglages. C'est-à-dire que pour faire fonctionner correctement son bateau, bah, il faut modifier par exemple le ballast, il faut peut-être modifier l'angle d'incidence du foil restant, l'équilibre du bateau n'est plus le même, donc au niveau des voiles, tous les réglages sont modifiés. Bah, c'est comme une Formule 1 par exemple, une Formule 1 qui aurait perdu un bout d'aileron. Bah, forcément la voiture se comporte plus de la même manière, donc en termes de pilotage, il faut s'adapter. Bah, c'est le cas de Sébastien Simon, qui est obligé de s'adapter à la fois au niveau des réglages, à la fois au niveau également de la manière de naviguer. En termes de pilotage, il disait grosso modo qu'il perdrait à peu près 30 puissance, 30% de vitesse. Voilà. Quand son bateau est dans la situation d'utiliser ce foil-là, qui n'est donc plus là. Donc quand il est dans des situations où il devrait utiliser le foil tribord et qu'il n'a plus de foil tribord, c'est à peu près 30% de vitesse qu'il perd dans ce genre de situation, plus les réglages qu'il faut faire différemment. Donc c'est compliqué pour lui. Ça devient plus compliqué, tout simplement. Et puis du côté de Sébastien Simon, il va falloir gérer également mentalement la frustration. Parce que dans les situations où il pouvait utiliser le foil tribord, il va se dire « Ah bah là, je pouvais avancer à telle ou telle vitesse » et qu'en réalité, je suis 10%, 15%, 20% moins vite. Et donc, il va falloir gérer cette frustration-là. Et ça n'avait pas été facile, notamment pour Thomas Ruyant. Parce qu'il y a 4 ans, c'était arrivé à Thomas Ruyant à peu près dans les mêmes zones, je crois me rappeler. C'était dans l'Indien. Je crois que c'était avant d'arriver du côté de l'Australie. C'était voilà, à 2-3 jours d'arriver sur le Cap Lewin. Où il avait cassé son foil. Alors Sébastien Simon, c'est pas l'ami des foils, hein, parce que je rappelle quand il avait Arkea Paprec, bah, il avait cassé 3 paires de foils plus une sur le Vendée Globe. Donc là encore une fois, voilà des foils. Ça devient récurrent du côté de Sébastien Simon, ces casses de foils à répétition. Alors là, il n'a pas indiqué s'il avait tapé quelque chose ou pas pour que ce foil se détruise, mais bon, des fois, c'est juste une faiblesse structurelle au niveau du foil. Ça fait quand même 20 jours, quasiment 30 jours qu'on est en mer. Les bateaux s'abîment, forcément, surtout ils ont pas mal cravaché, lui et Charlie Dalin. Donc c'est peut-être suite à ces passages de front où il a été dans pas mal de mers, Sébastien Simon, plus en plus que Charlie Dalin, que peut-être que le foil a commencé à se détruire. Autre concurrent qui vient de subir un autre gros problème, c'est Antoine Cornic. Antoine Cornic, je vais retrouver dans le classement, il est aux alentours de la 35e place. Antoine Cornic, 31e même. Du côté d'Antoine Cornic, problème sur son bateau. Il a cassé, déchiré sa voile de J0. Donc c'est une voile qui est intéressante dans du vent de travers, la J0 normalement. C'est une voile qui est énormément utilisée depuis qu'on a le fameux l'obligation d'avoir que 8 voiles dans les bateaux. Quand on pouvait utiliser plus de voiles, c'était pas forcément une voile qui était énormément prise. Mais le J0 a remplacé quasiment le J1.
Au niveau des voiles, beaucoup de concurrents ont un J0 parce que voilà, dans les situations de vent de travers, ça permet d'aller vite. Et là, en fait, du côté d'Antoine Cornic, il s'est pris une rafale à 70 nœuds. Donc ça a tout pété hein, à l'avant du bateau, il l'a dit, voilà, il s'y attendait pas. Il navigue lui dans des conditions qui sont assez musclées, mais là tout d'un coup il a eu du vent qui était à 22 et puis d'un coup ça passe à 70 nœuds. Ça c'est sûr que ça crée des dégâts. Voile déchirée, voile pas réparable. Une partie de la voile, il a dû la laisser dans l'eau, comme Clarisse Kremer. Et puis maintenant, faut s'assurer que tout fonctionne correctement au niveau des voiles. Il a arraché sa voile pour éviter qu'il y ait des trop gros problèmes au niveau structurel, au niveau du mât. Parce qu'une voile endommagée, ça peut vraiment être problématique au niveau du mât. Ça peut créer des tensions importantes au niveau du mât. Donc voilà, il a décidé de déchirer sa voile pour éviter qu'il y ait des plus gros problèmes, tout simplement. Du côté de Antoine Cornic, mais il était énormément frustré et déçu de cette situation-là. Et voilà, il disait que, grosso modo, il n'avait rien pu faire. Le concurrent français sur le plus vieux bateau de la flotte, je le rappelle, Human Immobilier. On passe à Clarisse Kremer. Clarisse Kremer qui elle a dû faire face à des réparations. Va remonter même Clarisse Kremer dans le classement. Peut-être parler avant de Clarisse Kremer de Kojiro Shiraishi, le concurrent japonais. Donc hier il avait tout réparé Kojiro Shiraishi, mais forcément il avait besoin de se reposer. 5 lattes de grand voile cassées notamment, et puis plein de petites autres bricoles on va dire à réparer au même moment. Kojiro Shiraishi est reparti sur des vitesses un peu plus importantes. Là, il est rattrapé un petit peu par une zone de molle parce qu'il s'était un petit peu isolé au nord pour pouvoir réparer dans des conditions de sécurité optimum. Et donc, du côté de Kojiro, il a remis la grand voile à 100%. Donc, pour le moment, ça ne tient pas de problème. Et j'ai appris que Kojiro continue à faire des cours de voile, enfin à faire des cours un peu à distance. Je pense des cours de navigation. À ses élèves, donc avec son bateau. Voilà, il fait des cours à distance. C'est la magie des nouvelles technologies, c'est la magie également d'Elon Musk, on va dire, avec Starlink qui permet à beaucoup de bateaux maintenant d'avoir l'internet quasiment partout, sans avoir des coûts de connexion trop élevés. Et c'est vrai que la plupart des concurrents au départ de ce Vendée Globe utilisent Starlink à l'intérieur des bateaux, alors qu'avant il fallait des systèmes beaucoup plus complexes, donc ce qui permet d'avoir de l'internet facilement, ce qui permet d'avoir des communications qui passent plutôt pas mal sur la plupart des bateaux, quand vous voyez notamment quelques directs, même si j'ai pas encore regardé une émission du Vendée Globe, pour tout vous dire, depuis le début de la course, parce que j'arrive pas à avoir le temps. Hier, il y avait quelqu'un qui m'a envoyé aussi un lien pour une vidéo. J'ai pas eu le temps de la regarder, mais voilà, j'essaye de... C'est ça qu'il fallait que je note, voilà, c'était le lien pour la vidéo. Parce que hier, j'ai un peu oublié, pour tout vous dire. J'étais un peu fatigué et j'ai un peu oublié. Voilà, ce lien de vidéo, je marque en direct. Donc voilà, du côté de Kojiro Shiraishi, il fait ses cours et puis il a bien récupéré de ses petits soucis techniques. Non, je termine avec Clarisse Kremer. Atelier couture pour Clarisse Kremer. Atelier couture, pourquoi ? Parce qu'elle avait des petits soucis au niveau de son lazy bag qu'il fallait qu'elle répare. Donc ça lui a pris un petit peu de temps à Clarisse Kremer. Mais elle a voulu le faire dans des conditions extrêmement difficiles avec de la mer. Le bateau avançait à une vingtaine de nœuds à ce moment-là, et puis surtout du côté de Clarisse Kremer, elle n'a pas à baisser les voiles parce qu'elle savait que si elle baissait les voiles, c'est une réparation qui prenait 1 heure, donc c'était du temps de perdu par rapport à ses concurrentes. Il faut savoir que elle est très compétitrice, Clarisse Kremer, en termes de mentalité. Donc oui, elle ne voulait pas perdre du temps par rapport aux autres, par rapport à Sam Davis, Metro, Boris Herman. Donc elle a tout fait pour réparer avec le bateau en fonctionnement, mais c'est des images vraiment impressionnantes. Dans des conditions extrêmement fraîches et extrêmement humides aussi sur le pont du bateau. Donc ça a été une réparation qui a bien fonctionné. J'ai envie de dire, il y a des ressemblances quand même avec Tanguy Le Turquet qui avait également réparé sa voile d'avant alors qu'elle était en place à l'avant du bateau également il y a une dizaine de jours. Il avait fait ça à Tanguy Le Turquet sans affaler la voile, sans la mettre sur le pont, il l'avait réparé directement
directement, voilà, alors qu'elle était en place, sa voile d'avant. Donc les casse-cou, le couple de casse-cou, Clarisse Kremer, Tanguy, le Turquet, couple surtout de compétiteurs. Bon, on regarde un petit peu le classement du côté de cette vidéo. Donc Charlie Dalin en tête, donc vous voyez, pas mal de manœuvres sur les 24 dernières heures. Voilà, vous voyez, hier déjà il avait commencé ses manœuvres, mais il a continué dans la journée à faire voilà, ces petites jibes, ces petites chicanes, voilà, comme vous pouvez le voir, pour faire avancer au maximum le bateau. Ce qui fait que ses vitesses en 24 heures ne sont pas exceptionnelles, 408 000 seulement de parcouru, 17 nœuds de moyenne, mais encore une fois des conditions de vent qui n'étaient pas exceptionnelles. Du côté de Charlie Dalin qui va passer donc bientôt le Cap Lewin dans les prochaines heures. Sébastien Simon, et je pense qu'il y aura un record, Bonne Espérance Lewin encore, je pense que le record sera battu. Sébastien Simon, pour le moment, qui va donc 60 000 plus vite. Pour l'instant, il arrive plutôt à bien tenir la cadence malgré son problème de foil. On verra si ça l'handicape énormément pour la suite. 78 000 de parcours sur les 4 dernières heures, 465 000 sur les 24 dernières heures. Mais comme Johan Richomme cravache énormément, eh bien, il a perdu un petit peu d'avance par rapport à Johan Richomme. Mais vous voyez qu'il est désormais à moins de 200 000 de Charlie Dalin. Donc il a repris un petit peu de temps sur le bateau de tête. Vous voyez donc Johan Richomme qui cravache en ce moment. 523 000 de parcouru, donc ça veut dire 120 000 de récupérés par rapport à Charlie Dalin, un écart qui n'est plus que de 354 000 entre les deux. Hop, et on va voir que ça cravache fort, notamment face à Thomas Ruyant qui va un petit peu moins vite, 501 000 contre 523 et 83 000 de parcouru contre 73 sur les 4 dernières heures. On va revenir voilà, sur les dernières heures de navigation depuis hier 11 heures. Donc vous voyez, il a décidé de descendre vers le sud-est, vers la zone des glaces, voilà, très vite, et il a le front et il attaque par rapport à ce front. Ça va être compliqué pendant voilà, 4-5 heures, puis ensuite ça devrait un petit peu se calmer avec une mer qui va être aussi allez, un petit peu plus calme, je dirais. Là, il avait tendance à pas trop enfourner. Il disait que le bateau normalement a été conçu pour ces conditions-là, donc il attaquait avec son bateau pour éviter que devant ça s'échappe un peu trop. Thomas Ruyant, lui, donc 4e. Pas grand chose à dire sur Thomas Ruyant, à part qu'il a eu des conditions de vagues, notamment assez importantes pendant la nuit. Voilà, mais sinon, pas de grand chose d'autre à dire sur le nordiste Thomas Ruyant. Et puis Jérémy Bayou avec Nicolas Lunven, qui hier avait eu la dépression où ça allait vite. Aujourd'hui, ça va un petit peu moins vite. On se souvient qu'hier, Nicolas Lunven était le concurrent qui avait fait le plus de 1000 en 24 heures. Eh bien, c'est plus le cas désormais. Et ils sont frustrés parce qu'ils sont sur un schéma météo qui est différent. Et ils ont beaucoup de zones de transition à gérer par rapport aux concurrents de tête. Et Jérémy Bayou disait j'aimerais bien que pour la suite de la course, que nos schémas météo soient un peu plus faciles à gérer que les bateaux de tête, parce que sinon ça va commencer à se compliquer énormément pour voilà, Jérémy Bayou et Nicolas Lunven, donc avec des vitesses qui sont moins élevées. Mais il disait Jérémy Bayou, pour le moment, il a eu que quelques petites bricoles à réparer sur son bateau, pas de grosses casses, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Nicolas Lunven, lui, il faisait atelier bricolage avec le drapeau de la Vendée qu'il a dans son bateau. Voilà, il s'en est servi pour éviter qu'il y ait pas trop d'eau qui rentre dans le cockpit. C'est le cas de pas mal de bateaux, malgré le fait que ce sont des bateaux fermés. Il y a toujours une ouverture sur ces bateaux-là pour pouvoir sortir rapidement sur le pont en cas de problème. Et le problème de Nicolas Lunven, c'est qu'il ne peut pas totalement fermer cette ouverture-là. Donc de l'eau rentre par l'ouverture. Et en fait, avec les mouvements du bateau, quand ça enfourne notamment, l'eau qui est dans le cockpit va tendance à glisser à l'intérieur du bateau, et là c'est un petit peu plus problématique parce qu'à l'intérieur du bateau vous avez tout le matériel électronique, les batteries, eau et électronique ça fait pas bon ménage, eau et batterie ça fait pas bon ménage non plus, donc c'est vrai que c'est un petit peu un problème voilà, pour Nicolas Lunven. Et puis eau et gasoil ça fait pas bon ménage non plus en passant, donc c'est vrai que c'est un petit peu problématique. Et comme sur les bateaux c'est des chauffages d'appoint, c'est des petits chauffages électriques, donc c'est très compliqué de chauffer une pièce, on va dire, déjà avec ces chauffages là. Donc c'est vraiment du tout petit chauffage, pardon.
donc ça permet pas de sécher l'intérieur du bateau. Il disait son siège de veille par exemple est humide, et comme il a la table à cartes à côté, il aimerait que voilà, ça soit un petit peu plus sec. Sam Goodchild derrière, toujours dans le groupe avec Paul Meillat et Yannick Bestaven. Paul Meillat a mis une vidéo où vous voyez que les conditions étaient rapides, toniques, mais pas dangereuses, pas comme les conditions du Johan Richomme. Johan Richomme, les conditions faisaient un petit peu plus flipper que pour ce groupe-là. Bestaven, il a montré aussi une vidéo très intéressante sur le bruit à l'intérieur des bateaux à foil. Alors, il y avait déjà eu des vidéos de Romain Attanasio où vous entendez un sifflement important. Si hier vous avez regardé le biathlon sur la chaîne L'équipe, ils ont eu également Damien Seguin et vous entendez un petit sifflement mais qui est encore léger. Il y a certains bateaux où vraiment le sifflement est très très intense, c'est notamment Yannick Bestaven. Le sifflement est très fort. Il faut savoir que on est aux alentours de 85-90 décibels. Donc vous prenez par exemple votre autofil, vous prenez une tondeuse, c'est à peu près le bruit que vous avez, sauf que vous le faites en extérieur. Normalement, vous ne tondez pas dans un hangar. Donc imaginez ce bruit-là, mais dans votre salon, c'est-à-dire dans un endroit complètement fermé, complètement confiné. Imaginez le bruit que ça peut faire. Donc c'est un bruit qui est vraiment intense, c'est terrible et c'est assourdissant. De toute façon, il faut savoir que les micros retransmettent assez mal ce type de bruit en termes d'intensité. Là, je peux vous dire qu'en termes d'intensité, c'est violent. C'est un peu comme vous êtes là, ceux qui se souviennent de la Coupe du Monde de foot 2010. Mais ouais, c'est un bruit assourdissant. Et au bout d'un moment, en plus, c'est des fréquences assez aiguës. C'est terrible parce que vous avez l'impression que c'est plus fort. Quand c'est des fréquences basses, vous pouvez vous faire avoir même à vous détruire les oreilles plutôt avec des fréquences basses parce que vous avez l'impression que vous avez du son qui n'est pas fort, alors qu'il est très fort. Sur les sons aigus, normalement, c'est plutôt l'inverse. Donc vous avez l'impression que quand c'est du son à 50 décibels, que c'est 80 décibels. Donc là, avec du son à 90 décibels, vous avez vraiment l'impression qu'il y a une navette spatiale qui décolle à côté de vous. Donc c'est vraiment terrible. Boris Herrmann, qui a pris la 10e place désormais du classement. On va voir un petit peu ce qui s'est passé pendant la nuit dans ce petit groupe, dans ce deuxième peloton. Le peloton des rigolos pour certains. Parce qu'ils se font des blagues entre eux, c'est pour ça que j'appelle ça le peloton des rigolos. Donc vous voyez hier Boris Herrmann qui était 11e, un petit peu plus nord que Justine Métro et Clarisse Kremer. Donc il a repris du vent un petit peu plus tôt qu'eux. Et surtout, lui il a toutes ses voiles. Alors que Clarisse Kremer, Justine Métro, il leur manque des voiles. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence et ce qui a permis à Boris Herrmann et Samantha Davis aussi un petit peu de prendre de la vitesse. Samantha Davis elle est à 442 nœuds, 448 pour Boris Herrmann contre 414 et 406 pour Clarisse Kremer. Déjà les deux du dessous ont eu un petit peu moins de vent. Clarisse Kremer il a fallu réparer aussi, mais aussi c'est problème de voile pour Clarisse Kremer et pour Justine Métro. Alors pour Clarisse Kremer je pense qu'elle n'a pas beaucoup handicapé parce que c'était une voile qui je pense elle n'utilisait pas dans ces zones-là ou très peu. Par contre, pour Justine Métro, c'est une voile importante encore une fois qu'elle a déchirée. Donc là, c'est un petit peu plus problématique. Benjamin Dutreux, lui, eux, ils sont en plein milieu de la dépression. Donc c'est compliqué, je pense qu'il voulait aller plus vite que la dépression, mais il s'est fait rattraper par cette dépression. Et au final, dans ce petit groupe-là, c'est Pipe AR qui va un petit peu plus vite. 462 000 contre 395 pour Romain Attanasio et 384 pour Benjamin Dutreux. Donc Pipe AR qui hier et avant-hier s'était fait un petit peu distancer, on peut le voir, est revenu totalement au contact. Parce qu'hier, elle était à 1897 000. Donc elle avait quasiment 100 000 de retard sur Attanasio et 150 000 de retard sur Benjamin Dutreux. Et vous voyez que là, avec cette dépression-là, elle n'est pas rentrée du tout dans la zone de molle. Elle a réussi à échapper à la zone de molle. Elle a pu faire des pointes assez exceptionnelles, notamment sur les 4 dernières heures, où ça va vite avec quasiment 85 000 de parcouru. Donc c'est plus vite que les bateaux les plus rapides en ce moment. C'est le bateau le plus rapide. Oui, parce que même Johan Richomme ne va pas aussi vite. Donc ouais, c'est le bateau le plus rapide en ce moment de la flotte. Donc ça carbure sévère, comme on pourrait dire. En ce moment pour Pipe Air, qui est, je rappelle, le bateau recordman de l'épreuve. Damien Seguin, lui, toujours un peu excentré en haut, qui a regardé hier le biathlon. Eh bien, Damien Seguin, lui, avance 429 000, mais derrière, ça va un petit peu plus vite, notamment Jean Le Cam, qui continue de faire des très bonnes moyennes avec 440 000 quasiment de parcouru en 24 heures. C'est le record du bateau, je crois.
Il a battu son record de la veille, ça c'est sûr, du côté de Jean Le Cam, et puis donc Isabelle Yoshke et Alan Rora qui n'arrivent pas à tenir les cadences de Jean Le Cam, donc ça montre que le bateau est performant, et même Eric Bellion va quasiment aussi vite qu'Isabelle Yoshke, un petit peu moins vite quand même. On retrouve, et il va aussi vite que Damien Seguin, donc ça montre que ça va vite. Giancarlo Pedote donc continue, Benjamin Ferré, deuxième bateau à dérive droite le plus rapide. Il a toujours le record de vitesse, même s'il est un petit peu diminué désormais. Mais voilà, Benjamin Ferré avec Massif, avec l'ancien Massif, vainqueur en 2012-2013, eh bien ça fonctionne pas mal. Voilà pour le concurrent français avec Monoigneur, Dio for Job. Pourtant, hier on disait qu'il avait un petit peu de fatigue. Eh bien, il a réussi à s'en sortir correctement. Violette d'Orange, elle a du mal un petit peu à tenir cette cadence-là. Mais elle est dans les cadences de Sébastien Marcet et de Tanguy le Turquet. Elle est même plus rapide que Tanguy le Turquet, donc pour l'instant elle est totalement bien dans la course, pas du tout distancée par Jean Le Cam non plus. Jean Le Cam il est 18e avec 2004 et elle a 2008, donc elle a 400 000 de retard, donc ça reste encore une fois un écart raisonnable pour Violette d'Orange. Elle est à une grosse journée de navigation de Jean Le Cam. Par contre au sud c'est un petit peu plus compliqué, beaucoup de mer en ce moment pour Louis Duc qui est dans une situation où il doit tirer un bord vers le nord, il doit remonter un petit peu, donc là c'est pas évident. C'est pareil pour Guirec Soudé qui doivent remonter plein nord, lui il est remonté un petit peu avant, ce qui fait que ça lui a fait perdre quand même pas mal de vitesse, surtout qu'il a fait une autre manœuvre depuis. Conrad Coleman toujours un petit peu derrière. Jacques c'est le dernier qui peut, avec Eric Bellion, c'est les deux derniers qui peuvent vraiment jouer à la régulière le classement des dérives droites pour le moment, mais Eric Bellion voilà, qui a dû réparer un petit peu aussi sur les 24 dernières heures. Et donc on retrouve ensuite Oliver R, Kojiro Shirashi qui s'est fait décrocher suite à ses réparations. Antoine Cornic aussi qui a réparé, donc forcément pas une grosse vitesse. Et puis après on retrouve le groupe de 4, donc vous voyez Manuel Cousin 243 000, 267 pour Amedeo. Denis Van Winneberg 299 000 pour notre ami belge. Jingun Shu 305, et le plus lent de la journée c'est Kojiro, je crois qu'il a 200 000, 233 000 parcourus en 24 heures. Je crois qu'il est plus lent que Salboche Verres. Non, c'est Salboche Verres, je pensais qu'il était plus lent Kojiro. Non, c'est toujours Salboche Verres, mais encore une fois avec du vent pas si fort que ça en vitesse. Enfin voilà, je pense qu'il a raté le... S'il avait réussi à prendre cette dépression là un petit peu plus tôt, ça l'aurait peut-être aidé. Salboche. Voilà, et puis il a fait une manœuvre pour descendre un petit peu sous l'anticyclone de Sainte-Hélène, et lui la porte était un peu plus fermée, vous voyez, par rapport au concurrent de tête qui avait un anticyclone de Sainte-Hélène qui était un peu plus sur l'Afrique du Sud à ce moment-là. On regarde les moyennes sur 24 heures du côté de la course. Eh bien, pour tout vous dire, alors je regarde déjà les dernières infos, pas de nouveaux problèmes pour les concurrents pour le moment. Et du côté de Johan Richomme, donc pour le moment 523 000 de parcourus en 24 heures, eh bien c'est quasiment 50 km de plus. Les 40 km de plus que Thomas Ruyant, donc c'est quand même énorme. Sébastien Simon, 465 000, troisième, lui c'est 100 km de moins que Johan Richomme, donc on voit que le Français sur Arquet à peu près cravache pour essayer de rattraper le retard qu'il a accumulé avec sa Doua Nord. Pip Air, quatrième, donc on voit qu'elle a fait une très belle journée, ce qui lui a permis de revenir sur Benjamin Dutreux et sur Romain Athanasio. Nicolas Lune 25e, juste devant Paul Meillat. Boris Herman 7e, donc un peu plus rapide que Samantha Davis, mais il a fait que 12 km de plus que Samantha Davis. Sam Goodchild 8e, donc Samantha Davis 9e, et puis premier bateau à dérive droite, Jean Le Cam 10e de ce classement, et le 10e Jean Le Cam a quand même réalisé 150 km de moins, 155 km de moins même que Johan Richomme. Voilà, si vous voulez avoir des petites différences en termes de kilométrage. Salboche Verres, lui, a 10 000 km de retard par rapport à Charlie Dalin.
Donc ça commence à faire beaucoup, 5500 1000 nautiques. Charlie Dalin, qui sur les 3-4 derniers jours, a augmenté son avance. Alors les derniers jours, je ne vous donnais pas l'écart en 1000, parce que tout simplement, le classement était donné par rapport à Louis Burton, sauf que Louis Burton avait abandonné, donc ça donnait des chiffres complètement faux, et ils ont mis quand même 2 jours avant de rectifier ce classement de l'écart entre le leader et le dernier concurrent de la course. Et par rapport au record, eh bien Charlie Dalin a toujours un petit peu de retard, 302 000 nautiques par rapport au record d'Armel Lecléache. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, même heure, normalement, si tout se passe bien, pour la vidéo du jour. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao, ciao!